Bonjour à toutes et tous. Alors, nous avions reçu il y a quelque temps Monsieur Lichelet, le chef de la mission handicap, et nous avions vu dans cette première partie le cadre légal du handicap et des handicaps. Aujourd'hui, nous recevons à nouveau Monsieur Lichelet et nous allons aborder dans cette partie 2 le cadre de la mise en œuvre de cette politique. Bonjour Monsieur Lichelet, ravi de vous recevoir à nouveau et je vais donc vous laisser la parole pour exposer un petit peu plus en détail le cadre de la mise en œuvre de la politique du handicap et des handicaps. Et des handicaps, voilà, tout à fait. Donc bonjour à toutes et à tous. Madame Ducré, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver donc, dans ce cadre magnifique de l'Université de la Réunion, et unique. Voilà, et donc je reprends le fil de cette première causerie sur les socles de la politique handicap. Et finalement, la question que vous posez, c'est la question de la diffusion de la culture handicap dans l'établissement. Et donc la présentation d'une politique spécifique, donc qui nécessite une organisation elle-même spécifique, qui se met en place progressivement dans les établissements, nous y reviendrons. Et surtout, comme les personnes en charge de cette politique, vous avez rappelé que j'étais responsable de la mission à l'intégration des personnels en situation de handicap, eh bien tout l'enjeu, c'est aussi l'articulation de cette politique avec d'autres acteurs, en l'occurrence de l'établissement, et avec d'autres missions. Donc je vais déjà commencer en propos un peu liminaire à cette causerie, adresser déjà une première distinction qui est essentielle, c'est la summa divisio. C'est vrai que les juristes aiment bien les termes latins, donc la division essentielle, pour bien savoir de quoi on parle. Et donc au sein même des politiques handicap, il y a une distinction qui est très très importante, et nous sommes dans l'enseignement supérieur, donc voilà, cette distinction elle nous concerne au premier chef, la distinction entre les missions et les obligations d'employeur. Donc l'établissement, l'Université de la Réunion, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, a des missions, il y répond au titre de l'enseignement supérieur inclusif. Tout comme au niveau de l'éducation nationale, je suis aussi sur ce périmètre, l'école inclusive répond aux besoins des élèves. Et donc, nous répondons à nos missions, qui sont celles pour les élèves et qui sont celles pour les étudiants. Et à côté de ces deux politiques spécifiques, handicap, nous avons une politique handicap spécifique qui correspond à une politique handicap d'inclusion des personnels, voilà, et qui, elle, est liée à l'obligation d'emploi. Donc ça, c'est très important parce que nous avons une spécificité au sein de la sphère éducative avec, finalement, entre guillemets, nos usagers, que nous suivons de l'école à l'enseignement supérieur jusqu'au diplôme universitaire et qui ensuite doivent s'intégrer dans la vie professionnelle. Et en tant qu'employeur, nous avons aussi la possibilité d'intégrer nos propres éléments, qu'il s'agisse de l'administration de l'éducation nationale, on pense à l'administration centrale, on pense au rectorat, on pense aux établissements publics locaux d'enseignement, etc. On pense aussi au sein de l'enseignement supérieur, aux établissements eux-mêmes, et puis aussi à la recherche, etc. Donc voilà, donc il y a une foultitude, je dirais, d'employeurs publics qui rencontrent qui mettent en œuvre ces différentes politiques. Et donc il est très important d'assurer un cadre de cohérence. Il y a forcément des porosités, des liens entre ces politiques, mais il faut absolument que ces politiques puissent s'épanouir de manière séparée. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Et par rapport justement à la politique handicap, toute politique nécessite une réflexion sur la mise en œuvre. Vous l'avez bien rappelé, voilà, dans la question. Et donc finalement, je suis moi-même arrivé à la mission handicap il y a 2 ans, et donc avec les équipes, nous avons mené une réflexion depuis 2 ans en lien avec le réseau des correspondants handicap, notamment un groupe d'échange et de proximité que nous animons. Et l'Université de la Réunion en fait partie. Parce que nous avons un correspondant handicap depuis peu. Voilà, exactement, tout à fait. Donc tout ça se met en place. Voilà, et donc nous essayons d'avoir aussi donc, ces personnes ressources sur les territoires, au plus près des territoires, pour pouvoir mettre en œuvre cette politique handicap et l'organiser. Alors, comment cette politique handicap s'organise-t-elle ? Bien, il ne faut pas se tromper. Il y a 3 grands domaines que le correspondant handicap, vous avez bien parlé de correspondant handicap, oui, met en œuvre, mais qu'il met en œuvre de manière différenciée. Il ne fait pas tout. Et il doit être accompagné de différents acteurs
à commencer par la gouvernance, mais la volonté politique, elle, est première. Bien sûr. Voilà. Et ensuite, vous avez tout ce cadre, je dirais en 3 grands domaines que nous avons essayé d'expliciter. D'abord, des prérequis à cette politique. Donc, on ne peut pas mener de politique handicap tant qu'on n'a pas rempli ces prérequis. Alors, le premier prérequis, c'est le recensement. Le recensement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, des personnes en situation de handicap qui ont une reconnaissance administrative ou qui la demandent, qui sont en cours d'obtention ou qui envisagent de la demander. Voilà. Donc ce recensement BOE, là, je vais dans ces termes techniques, bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il est fondamental, il faut absolument qu'il soit fiabilisé, ne serait-ce que pour justement faire en sorte que l'accompagnement soit durable et qu'on puisse ne pas perdre les personnels en cours de vie professionnelle. Vous avez le correspondant handicap, la figure qui anime la politique handicap de l'établissement, voilà, voulue par la gouvernance de l'établissement. Voilà. Et donc ces correspondants handicap, ils sont en pleine voie de professionnalisation, puisque à travers les textes que j'ai cités aussi la dernière fois la loi de transformation de la fonction publique, voilà, il y en a d'autres que j'aurais pu citer, on voit bien que le cadre évolue, qui nécessite vraiment un cadre d'expertise au pluriel, voilà, précis, et donc les correspondants handicap doivent être professionnalisés. Donc c'est l'objet aussi de l'animation de réseau que nous faisons à la MIPH. Voilà. Et aussi dans les prérequis, nous avons les partenariats. On en parlait aussi la dernière fois. L'université a conclu une convention de partenariat très récemment avec le FI-PHFP. Et donc vous avez des partenariats institutionnels qui sont pour moi des prérequis et qui montrent justement l'inscription de l'établissement dans les orientations politiques, voilà, d'organismes qui sont reconnus. Après, il y a d'autres partenariats, je ne vais pas pouvoir le développer, mais qui sont des partenariats plus associatifs, par exemple. Et donc, qui nécessitent une connaissance fine des territoires par les correspondants handicap pour justement pouvoir être accompagnés par une diversité de points de vue, d'approches. Il y a bien sûr le point de vue institutionnel, il y a bien sûr le dialogue social avec les organisations, mais on a aussi le point de vue du collège associatif. Voilà. Et donc, il faut aussi s'appuyer sur, je dirais, les forces vives des territoires. Voilà. Et je dirais, en plus, vous êtes donc dans l'océan Indien, donc au premier chef dans un territoire ultra périphérique où il faut effectivement compter sur les forces en présence sur le territoire. Tout à fait, compter sur l'insularité. Et compter sur voilà, tout à fait. Donc ce qui est un facteur de complexité tout à fait redoutable. Tout à fait. Donc on essaie de compenser tout ça justement par les partenariats et une connaissance fine sur les territoires. Et donc ça, c'est le rôle du correspondant handicap. Alors, ces missions cœur, parce que là, je parle que de prérequis. Vous voyez que le domaine d'expertise est très large. Voilà. Nous avons, je dirais, vraiment des missions qui sont au cœur de ces fonctions et qui sont vraiment là, pour le coup, quand on les atteint, qui sont un facteur de développement et de déploiement de la politique handicap au sein de l'établissement. C'est d'abord l'information et la sensibilisation au handicap, au pluriel. On sensibilise toujours, de manière générale ou avec des cibles particulières. Voilà. Et donc ça peut être effectivement en lien avec le référent handicap étudiant, préparer les étudiants au contexte professionnel dans lequel ils vont évoluer, public comme privé, et donc l'importance de se déclarer BO. Parce qu'en tant qu'employeur, nous, on a besoin de le savoir, en vérité. Mais ça peut être aussi, quand les personnes sont déjà en poste, les sensibiliser à la notion de BOE, à la notion de handicap, au pluriel, toujours. Et donc, avoir cette réflexion sur, justement, l'état de santé de la personne, mais ce n'est pas la seule entrée, pour, justement, la faire entrer dans la démarche de réflexion sur la reconnaissance. Voilà. Et puis, c'est aussi, donc, le maintien dans l'emploi, les parcours professionnels dont j'ai parlé. Donc, ces 3 missions cœur, elles sont fondamentales. Information, sensibilisation, maintien dans l'emploi et j'en oubliais une, en vérité, c'est les recrutements. Je me disais bien qu'il manquait un nom. Voilà. Et donc, à côté des maintiens dans l'emploi, on voit qu'il faut aussi que l'établissement mette en œuvre une politique handicap de recrutement des personnels pour assurer, je dirais, à côté des voies ordinaires. La personne en situation de handicap peut très bien postuler dans la fonction publique par des voies ordinaires, un concours la plupart du temps. Eh bien, il y a des voies spécifiques qu'il faut aussi connaître. Et ça pourra être l'objet aussi d'une causerie, pourquoi pas. Voilà. Donc ce sont ces missions cœur. Vous voyez que là, j'ai parlé que de 2 domaines. Et donc nous avons un 3e grand domaine qui sont en fait les fonctions support d'accompagnement de cette politique handicap et sans lesquelles on ne peut pas grand-chose en vérité. Donc c'est la partie financière, ce sont les crédits handicap. Je ne rentre pas dans le sujet, mais c'est quelque chose de fondamental. Il faut assurer la disponibilité des crédits
pour pouvoir réaliser les aménagements de poste. Là aussi, dans l'océan Indien, c'est très important, les achats inclusifs, pour essayer d'avoir une politique d'achat la plus efficiente possible et réaliser du coup, finalement, in fine, les aménagements de poste le plus rapidement possible. Et c'est aussi la question de l'accessibilité. Bien sûr. Et on sait que l'Université de La Réunion est aussi à la pointe par rapport à la réflexion sur ces sujets. Voilà. Donc, vous voyez, donc ce sont ces 3 grands domaines sur lesquels je voulais insister. Alors, bien sûr, nous avons, et j'en finirai là sur cette question, je voudrais quand même insister sur la figure du correspondant handicap, qui porte la politique handicap voulue par la gouvernance, qui la met en musique, en quelque sorte. Voilà. Et je pense que cette feuille de route, à travers 3 grands domaines, elle donne à clarifier son action à travers les différents domaines d'expertise. Et puis, voilà, là, on est vraiment au cœur de l'actualité. Nous avons une circulaire de la Direction générale administrative de la fonction publique, en date du 17 mars 2022, voilà, qui met en œuvre la loi de transformation de la fonction publique à travers la mise en place de référents handicap pour accompagner les personnes en situation de handicap. Et donc là, nous avons en fait un enjeu de traduction opérationnelle de ce texte, parce qu'à côté du correspondant handicap qui anime cette politique, eh bien, il est censé pouvoir animer un réseau de référents handicap qui sont un petit peu les relais de proximité de cette politique et qui mettent en œuvre toutes ces missions à côté du correspondant handicap et, je dirais, sous sa responsabilité. Donc, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, il y a tout un enjeu, je dirais, de maillage territorial au plus près des 7 établissements dont on parlait lors de la première causerie, de 7 sites universitaires, excusez-moi, oui. Ce n'est pas d'établissement, voilà, pour faire en sorte que cette culture handicap, eh bien, elle se diffuse sur l'ensemble du périmètre de l'université. Je vous remercie. Alors, je répondrai d'une certaine manière, avant de vous poser la question suivante, à la remarque que vous venez de nous faire concernant donc toutes ces personnes qui peuvent aider le correspondant handicap. Eh bien, en effet, en lien avec nos 7 sites universitaires, nous avons essayé de prêter main forte, en quelque sorte, au correspondant handicap, en ayant des relais sur nos 7 sites de référents handicap, qui sont pour la plupart des enseignants-chercheurs et qui vont donc prêter main forte à ce correspondant handicap. Et nous espérons ainsi pouvoir unifier en quelque sorte notre politique du handicap avec le correspondant handicap. Alors justement, nous parlons d'université, donc nous sommes bien dans une université en tant qu'employeur public. Et est-ce que vous pourriez justement préciser un petit peu plus le cadre de cette politique qu'est l'employeur public, l'université notamment de La Réunion, et de façon générale, l'employeur en tant que relevant, enfin l'université relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche, quelles sont au fond les spécificités de la sphère éducative en général? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez préciser un peu plus ce cadre pour l'université en tant qu'employeur public? Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment la question de l'organisation concrète, non plus de la politique d'établissement, mais vraiment du réseau des correspondants handicap, parce que vous voyez que la tâche est ardue et elle est lourde en vérité. Vous voyez qu'on est à un moment un petit peu de bascule où les textes, notamment de 2005, sont en pleine voie de mise en œuvre très concrète, passage des droits formels à des droits réels, dont j'ai parlé précédemment. Voilà, donc ça nécessite, je dirais, de se nourrir, la réflexion, et donc c'est toute la force des réseaux. Donc justement, donc là, on a une organisation nationale avec la MIPH, dont je suis le responsable, en lien avec le FIPHFP, je n'y reviens pas, et nous avons partout sur le territoire, dans les établissements d'enseignement supérieur, là je parle du SUP, des correspondants handicap dans chaque établissement. De moins, nous devrions les avoir, voilà, avec une quantité de travail qui n'est pas toujours fixée. Alors, c'est un réseau, c'est vrai, qui n'est pas très fourni en nombre. Un correspondant handicap pour un établissement, finalement, ça peut paraître assez peu vu l'ampleur de la tâche, mais c'est aussi efficace au regard de l'animation de réseau, des partages d'expériences qui sont fondamentales, voilà, et je dirais de l'évolution du métier de correspondant handicap en pleine voie de professionnalisation. Alors, je voulais insister aussi sur le fait que depuis 2020, donc ça c'est une décision qui a été validée en comité interministériel du handicap. Vous savez qu'au niveau interministériel, il y a un comité spécifique qui se réunit, qui donne les grandes orientations politiques de la politique handicap. Eh bien, le principe d'une animation de réseau renforcé des correspondants handicap de l'enseignement supérieur a été acté.
Et donc nous voyons aujourd'hui que nous sommes dans l'application, dans la mise en œuvre de cette animation de réseau renforcé. Vous avez parlé de la sphère éducative. Oui. Effectivement, c'est un ensemble. Au-delà de l'enseignement supérieur, de la recherche, il y a l'éducation nationale, les sports aussi. On remarque qu'il y a des approches qui sont pas identiques, mais il y a une homologie, on va dire, d'approches entre eux. Et donc, ce qui fait que c'est intéressant de regarder ces employeurs et de voir les réponses qu'ils apportent dans la mise en œuvre de la politique handicap d'inclusion des personnels, parce qu'ils rencontrent finalement des difficultés qui sont similaires. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc quand on voit les effectifs, on voit que nos effectifs sont à 80% des enseignants. Que ce soit l'enseignement scolaire, l'enseignement supérieur, 80% d'enseignants. Donc ce sont des cadres. Et nous avons en plus les cadres administratifs. Donc on arrive à peu près dans nos structures à 90% de cadres. Et historiquement, ça c'est un constat qu'on dresse depuis des années, les cadres constituent un public qui, la plupart du temps, ne se déclare pas. Donc là, toute la question, c'est celle justement du lien de confiance qu'on arrive à avoir avec les personnels en général, et en particulier avec nos cadres. Et quand je dis en particulier, vous voyez que ça fait 90% de nos effectifs. Et donc là, je voulais justement, vous parliez du cadre national, c'est l'occasion justement d'une réflexion sur le taux d'emploi, comme indicateur de la politique handicap. Moi, quand on est dans des causeries, donc je peux parler de manière un peu libre, moi, quand je suis arrivé, on m'a dit, le taux d'emploi, c'est l'indicateur par excellence. Voilà. Or, ce taux d'emploi, il est important, évidemment, il révèle quelque chose, mais il est aussi à relativiser, parce qu'il dépend en grande partie des effectifs que nous avons. Et donc, je dirais qu'il faut analyser une politique handicap au regard aussi de nos populations. Donc, le point de départ des établissements de la sphère éducative n'est pas le point de départ d'autres employeurs, en collectivité territoriale, qui ont d'autres publics, et qui, eux, se déclarent beaucoup plus facilement. Voilà. Et donc, du coup, nous avons aujourd'hui, donc, dans l'enseignement supérieur et la recherche, un taux d'emploi à 3,95%, sur l'ensemble des établissements. Ce n'est pas, en fait, un mauvais taux quand on regarde. Évidemment, c'est un taux qui reste modeste et qu'on veut développer. Et la politique menée par l'université en est le signe. On est passé de 1,8 à 3,8, il me semble. Oui, donc vous êtes totalement dans les chiffres. Oui. On voit. Et en fait, ce qu'on constate, c'est une progression constante. Alors je dis depuis 2015, mais en fait, si ça se trouve, le mouvement, il était encore avant. Voilà. Idem pour l'éducation nationale. Alors un taux d'emploi qui a baissé depuis 2 ans, mais qui aujourd'hui est stabilisé, qui remonte. Et donc, on a ce taux d'emploi qui est consolidé. Et il est consolidé justement par la mise en œuvre de la politique handicap et par les correspondants handicap qui font ce travail de prérequis, ce travail de fond sur leur mission cœur, et qui sont accompagnés par des fonctions support où il n'y a pas de sujet. Voilà. Et donc, du coup, on est vraiment dans le cadre d'une fonction handicap qui s'articule avec différents acteurs qui sont sensibilisés à la politique handicap. Donc, ce qu'on constate de manière globale, et j'en finirai là sur le SR, sur cette question, on voit une maturité globale qui monte. Voilà, ça, c'est un phénomène qui est très, très, très intéressant. L'enseignement supérieur, depuis 2015, il monte de manière constante. Voilà. Il monte lentement, mais il monte sûrement. Et donc, c'est solide. On voit bien que c'est consolidé. Et avec des prises de conscience qui sont faites, qui sont partagées par la gouvernance et une volonté politique affirmée de l'établissement, et ça, c'est indispensable, et avec des correspondants handicap, qui sont de véritables experts, qui sont devenus de véritables experts de la métier de la politique handicap, qui sont désormais visibles dans l'organigramme. Je regardais encore dans votre organigramme, c'est très clair. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très très important et qui montre que, voilà, au niveau de la sphère éducative, même si le taux d'emploi reste entre 3 et 4%, eh bien, on voit que nous sommes dans les conditions qui vont nous permettre, je l'espère, vous voyez que j'ai la foi dans cette politique de monter maintenant le taux d'emploi et de sensibiliser nos effectifs dans leurs particularités. Très bien, je vous remercie. Et du reste, notre correspondant handicap met en œuvre actuellement une licence professionnelle pour former donc des correspondants handicap sur l'île, etc. Et je pense que devrions certainement atteindre les objectifs que vous nous fixez. En tout cas, en vous entendant, nous avons été sensibles à la question du cadre légal, de la politique, des acteurs transverses de toute cette politique du handicap. Et on voit vraiment,
en tout cas on perçoit à travers vos propos l'existence véritablement d'un cadre d'expertise, au pluriel j'imagine, et il est sans doute important de revenir aux enjeux, et pour vous, selon vous, quels seraient donc les enjeux sous-jacents d'une politique du handicap ou des handicaps ? Qu'est-ce que vous avez envie de nous présenter sur la question de ces enjeux de la politique handicap de façon générale ? Alors là, effectivement, dans notre université aussi. Dans votre université aussi, oui. Je crois que c'est très important d'aborder la question du sens. Oui. Du sens de notre action. On voit qu'il y a tout un cadre qui se met en place. Et en plus, ça vient en conclusion de cette seconde causerie, qui est de causerie introductive. Je crois que c'est très important. Et donc, il existe différents sens, avec un enjeu sociétal plus ou moins affirmé et plus ou moins assumé par les employeurs publics. Alors, pourquoi agissons-nous ? Pourquoi faire tout ça, finalement ? Voilà, il y a des degrés différents. La première réponse qu'on peut apporter, c'est l'assistance et la solidarité. Voilà. C'est-à-dire, il faut être solidaire des personnes en situation de handicap, qui vivent une vie qui est parfois très difficile, que peut-être certains ne voudraient pas avoir, subit comme étant une double peine. J'entends souvent ce mot dans mon bureau, malheureusement. Voilà. Mais cette approche-là, même si elle est intéressante, c'est un enjeu. L'enjeu premier, finalement, c'est celui de la cohésion sociale, à travers la solidarité qu'on veut nationale. Dans ce cadre-là, même si c'est intéressant, finalement, ça constituerait plutôt une première étape du sens qu'on veut donner à une politique handicap. Et donc, pas totalement satisfaisante en vérité, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Le handicap demeurant d'ailleurs largement une notion extérieure, vécue par d'autres, si vous regardez. Alors, on peut aborder un deuxième aspect, une deuxième approche qui est aussi intéressante, un peu plus tardive dans le temps. Vous voyez qu'il y a un ordre chronologique, en fait. C'est le respect des obligations légales. Donc ça a été un peu le fil conducteur de tous nos propos. Il y a des textes et les employeurs doivent les appliquer. Ils doivent respecter leurs obligations légales, notamment le taux d'emploi légal. Vous parliez des 6% tout à l'heure, donc qui n'est pas un taux d'emploi intangible d'un point de vue légal, mais c'est le taux aujourd'hui. Ils doivent respecter, je reprends mes propos la dernière fois, le droit à compensation, le droit à accompagnement. Et là, on voit que le sens premier, il est avant tout juridique finalement. C'est l'enjeu juridique, l'application des textes voulus par le législateur. Et je pourrais dire d'ailleurs, vu les textes, je vous parlais de 1975, je vous parlais de 1987, je vous parlais de 2005, je pourrais dire les législateurs. C'est évidemment pas les mêmes personnes qui ont voté ces textes, mais on voit quand même qu'il y a un fil conducteur qui est cohérent et qui, je dirais, transcende d'ailleurs les clivages politiques. Voilà, donc, cet enjeu juridique, même si, en l'occurrence, ça serait agir par obligation, c'est un point de vue qui est tout à fait défendable et qui est intéressant, qui est dans la droite ligne de ce qui est attendu. Un autre sens, qui est un peu plus subtil et un peu plus intéressant, je trouve, c'est les compétences des personnes en situation de handicap. Oui, vous l'avez dit. Voilà. Donc, aller chercher sur les territoires les compétences. On ne recrute pas, je l'ai dit la dernière fois, on ne recrute pas une personne en situation de handicap. On recrute avant tout des compétences. Pour ça, il faut arriver à les identifier. Donc, c'est là que, par exemple, le lien. Nous sommes dans un établissement d'enseignement supérieur, vous parliez du correspondant handicap, et bien du coup le lien avec le référent handicap du côté des étudiants est fondamental. Et quand je regarde votre organisation, je vois que Madame Ducré, vous êtes finalement à la tête de cette direction, égalité, diversité, et il me semble que vous avez les deux volets, référent handicap pour les étudiants et correspondant handicap pour les personnels. Et donc là, le lien se fait entre les deux. Tout le monde n'a pas vocation à travailler dans un établissement d'enseignement supérieur lorsqu'il est en situation de handicap, mais il faut que nous prenions notre part. Tout à fait. Voilà, et donc le recrutement des compétences, il est important. Il serait dommage de s'en priver, d'ailleurs. Voilà. Et donc là, vous voyez que cette approche, ça a un rapport à la fois plus en opportunité, mais aussi réaliste sur, je dirais, le terreau de compétences que nous avons, et qui dépasse surtout, et ça c'est très important, et ce qui est différent des deux autres points de vue, qui dépasse les préjugés et les stéréotypes. Et donc ça, à travers les compétences, c'est un point de vue qui, moi, me séduit plus, en vérité. Mais à chaque fois, on voit que le handicap est considéré comme extérieur. Et je dirais que le quatrième point, et je crois que j'ai encore un tout petit peu de temps pour le développer, voilà, encore 5 minutes, je vais les utiliser. C'est l'impact que la politique handicap d'inclusion des personnels a dans je dirais, l'analyse que nous réalisons nous-mêmes sur l'organisation du monde du travail
en général. Et donc l'objet handicap, il devient intérieur à tous. Voilà, et donc à ce moment-là, l'objet de réflexion sur la politique handicap, ça devient un objet d'étude qui est, je dirais, extrêmement intéressant. Alors déjà, en ce qui nous intéresse, sur la définition même de la normalité. Et en l'occurrence, de la normalité au travail. Finalement, moi, je suis souvent interpellé par des personnes qui me disent « Ah, moi, on m'a managé de telle manière, ce n'est pas conforme à mon handicap. » Certes, mais un management adapté, un management bienveillant, un management compensant les difficultés, est-ce que c'est le propre du handicap dans le monde du travail? Donc là, c'est vraiment une interpellation qu'on peut avoir, une réflexion qu'on peut avoir qui dépasse là, le cadre, qui est plutôt d'ordre peut-être philosophique ou d'ordre sociologique, que je laisse à d'autres, puisque nous sommes un établissement d'enseignement supérieur avec des enseignants-chercheurs qui peuvent tout à fait réfléchir sur cette question. Mais voilà, cette question de la normalité, moi, elle m'interpelle davantage. Alors, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est d'un point de vue plus pragmatique, cette fois. Là, je reprends ma casquette de chef de la MIPH. La politique handicap, c'est un observatoire formidable, permettant justement de mettre en œuvre différentes veilles, des veilles technologiques. Et c'est là que le lien, par exemple, avec des associations qui ont, par exemple, des laboratoires d'innovation est fondamental. Et surtout, justement, je le disais, un cadre d'innovation. Tant au niveau des aménagements de postes qu'on peut faire, ça c'est effectivement la première analyse, voilà, il y a une veille technologique à réaliser, mais aussi innover dans les différents cadres de l'organisation du travail. Par exemple, le cadre RH. Et donc là, vous voyez, la politique handicap est beaucoup plus intéressante, me semble-t-il, parce qu'elle revêt à ce moment-là un enjeu d'anticipation des dispositifs que nous pouvons créer et qui, à terme, bénéficieront à l'ensemble de la communauté. Et donc, en tant que responsable de mission handicap, en tant que correspondant handicap, en tant que vice-présidente à l'inclusion, on voit bien que vous ne travaillez pas que pour les personnes en situation de handicap, mais que voilà, on ne travaille pas par une catégorie de personnes, mais bien pour l'ensemble, dans finalement un bien commun que nous voudrions vivre au travail. Tout à fait. Je reste dans le cadre. Voilà. Donc, vous voyez, donc, pour répondre du coup à cette question, il me reste un tout petit peu de temps. Voilà, vous voyez, je voulais finir sur cette question du sens avec ces 4 points. Ces 4 points, ils sont à des degrés différents, intéressants. Ils apportent une réponse, je dirais, pour moi, d'ordre chronologique. On voit que finalement, ça suit les textes que nous avons évoqués pendant ces 2 causeries, et ils dépendent en grande partie de la maturité de la réflexion au sein de l'établissement. Pour moi, le degré de maturité le plus important, c'est le 4e point qu'on a réussi à développer. Voilà. Donc cette réflexion, j'en finirai là, elle a été nourrie par la loi de 2005. Voilà, vous avez vu il aura fallu un peu plus de 20 ans pour arriver à ce stade de réflexion, voilà, grâce à la loi de 2005. Voilà, donc je dirais pour finir, et je veux finir sur une touche vraiment optimiste, pour lancer les causeries à venir, voilà, certes, il a fallu la loi de 2005 pour créer le cadre de réflexion. Les 20 ans écoulés, un peu plus, ont été des années d'études sur les handicaps en général. Voilà, mais c'est parce qu'il y a eu la loi de 2005 en 2005 que nous pouvons l'appliquer dans les années 2020 à ce degré d'exigence. Voilà. Et en ce sens, ce ne sont donc pas 20 ans de retard sur la loi de 2005, mais bien 20 ans d'écart qui ont été constructifs de ce cadre. En tout cas, je vous remercie. Vous avez mis en exergue 2 éléments importants sur lesquels je vais vous répondre pour conclure. Tout d'abord, la question des compétences. Et en effet, l'université s'inscrit vraiment dans le droit fil de cette volonté de mettre en œuvre les compétences chez les porteurs de handicap, puisque le MEDEF, dernièrement, l'a souligné et nous nous inscrivons dans ce cadre-là en tant qu'employeur public. Et enfin, la notion de bien commun, eh bien, c'est en effet une notion importante, puisque nous avons des laboratoires de recherche qui travaillent et des enseignants-chercheurs qui travaillent sur la question du bien commun, puisque nous allons avoir cette semaine ou la semaine prochaine, en tout cas, une conférence sur le handicap que nous propose l'un de nos enseignants-chercheurs. Voilà, je vous remercie, Monsieur Lichelet, de nous avoir apporté vos lumières sur toute cette question du handicap dans ces propos liminaires qui ont couvert la partie 1 et la partie 2 de ces propos. Merci, Monsieur Lichelet. Je vous remercie.